Un jeune homme riche et cruel utilise une batte de baseball pour punir un cheval innocent sans jambes, devant la fidèle amie de l'animal, une fillette de 6 ans qui pleure inconsolablement. Mais tout change lorsqu'elle fait quelque chose d'incroyable, quelque chose qui changerait le cours de tout. Avant, si vous aimez les animaux comme nous, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune histoire passionnante. Merci. Revenons à notre histoire. Le soleil était à peine levé à l'horizon que Clara, avec sa petite fille de 6 ans et ses yeux brillants comme les étoiles du matin, se glissa tranquillement par la porte arrière de sa modeste maison. Ses pas précipités traçaient un chemin familier à travers la rosée qui recouvrait l'herbe, vers l'écurie où l'attendait sa meilleure amie. Horse Valley dormait toujours, à l'exception de quelques hennissements lointains qui résonnaient dans la propriété. Lightning, un cheval majestueux au pelage doré à crête, avait déjà les oreilles en alerte lorsque Clara s'approcha. Comme chaque matin depuis 2 ans, depuis qu'elle a appris à marcher en toute sécurité, la jeune fille portait sa brosse préférée, un cadeau que son père, Monsieur Oliveira, lui avait offert à l'occasion de son 4e anniversaire. « Bonjour, mon prince » murmura Clara tandis que Lightning baissait la tête pour recevoir la caresse du matin. L'animal avait été un cadeau à Monsieur Oliveira pour ses 20 années de service, consacré comme gardien de chevaux dans la propriété, et depuis qu'il était poulain, il a fait preuve d'une gentillesse particulière envers la petite Clara. La routine matinale était sacrée pour eux deux. Clara brossa soigneusement le pelage du cheval tout en partageant ses rêves de la nuit précédente, ses inquiétudes concernant l'école qui allait bientôt commencer et les secrets que seul son ami équidé avait le privilège d'entendre. Lightning répondit par de légers reniflements et des touches occasionnelles de son nez sur les cheveux de la jeune fille, comme s'il comprenait chaque mot. « Papa est inquiet », confia Clara, sa voix enfantine portant un sérieux au-delà de son âge. « Je t'ai entendu parler de factures et d'argent avec maman hier soir, mais ne t'inquiète pas, je vais demander au professeur de m'apprendre à compter l'argent plus rapidement pour t'aider. » Ce que Clara ne savait pas, c'est que son père regardait la scène depuis l'entrée de l'écurie, le cœur lourd d'inquiétude qu'une fille ne devrait pas porter. La famille Oliveira traversait des temps difficiles, avec des factures qui s'accumulaient et le salaire de l'aide-soignante couvrait à peine ses besoins essentiels. Ce matin-là, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Alors que Clara poursuivait son rituel matinal, un groupe de cavaliers est arrivé pour l'entraînement quotidien. Parmi eux se trouvait Eduardo, le fils de 24 ans du propriétaire du club équestre, connu pour son tempérament difficile et son obsession des victoires en course. Monsieur Oliveira, remplissant ses obligations, a commencé à préparer Relampago pour son exercice du matin. Il était courant de faire courir doucement les chevaux avant le début de l'entraînement officiel. Clara, comme toujours, regardait tout depuis la clôture sans quitter son ami des yeux. C'est à ce moment-là que cela s'est produit. Peut-être était-ce l'air frais du matin, ou la présence de Clara, ou simplement le destin qui a choisi son moment. La foudre commença à courir. Ce n'était pas sa course habituelle, calme et mesurée. C'était quelque chose de différent, quelque chose de spécial. Le cheval doré se déplaçait comme s'il avait des ailes, ses sabots touchant à peine le sol, sa vitesse augmentant à chaque foulée. Eduardo, qui jusque-là jouait distraitement avec son téléphone portable, a laissé tomber l'appareil sur l'herbe. Ses yeux, traditionnellement froids et calculateurs, s'écarquillèrent d'étonnement. Le cheval, que tout le monde considérait comme un simple animal d'écurie, affichait une vitesse qui rivalisait avec les meilleurs concurrents du club. « C'est Relampago, monsieur », a répondu Monsieur Oliveira, le cœur battant en percevant l'intérêt dans les yeux du jeune homme. « C'était un cadeau de ton père pour mes années de service. » Oliveira, dit Eduardo avec un sourire calculateur aux lèvres. « Je dois vous parler d'une proposition commerciale. Ce cheval, il est peut-être exactement ce que nous recherchons pour le Grand Prix régional. » Monsieur Oliveira a senti un nœud dans sa poitrine. Les paroles d'Eduardo promettaient une solution à leurs problèmes financiers, mais quelque chose dans son ton lui fit frissonner le dos. Clara, même si elle était si petite, serra plus fort le cou de Lightning, comme si elle sentait que sa routine matinale parfaite était sur le point de changer pour toujours. Le soleil brillait désormais pleinement dans le ciel de la vallée des chevaux, ses lumières dorées se reflétant sur la fourrure de Relampago,
alors que le destin commençait à tisser une histoire qui allait changer la vie de toutes les personnes impliquées, en particulier d'une petite fille et de son meilleur ami à quatre pattes. Cette nuit-là, la petite maison Oliveira était plongée dans une atmosphère tendue. Clara, assise sur le tapis du salon avec son carnet de dessin, faisait semblant de ne pas entendre la conversation de ses parents dans la cuisine, mais ses yeux inquiets trahissaient son inquiétude. Sur la feuille de papier, ses traits enfantins formaient la figure d'Éclair, libre et heureux, courant sous un ciel plein d'étoiles colorées. « Maria, tu ne comprends pas ?» La voix de Monsieur Oliveira tremblait légèrement. Eduardo a proposé une somme considérable. Nous pourrions payer toutes nos dettes tout en économisant un peu. Ses mains calleuses tenaient une tasse de café déjà froide, tandis que ses yeux évitaient le regard inquiet de sa femme. Maria Oliveira, une femme au geste doux et à la détermination silencieuse, a ajusté son tablier usé avant de répondre. Antonio, tu connais la réputation d'Eduardo. Ses chevaux reviennent toujours différents des compétitions. Certains ne reviennent même pas. Sa voix tomba lorsqu'il réalisa que Clara avait arrêté de dessiner. Le silence qui suivit fut interrompu seulement par le tic-tac de l'horloge antique accrochée au mur, héritée de la grand-mère de Maria. Par la fenêtre de la cuisine, ils apercevaient les lumières du club équestre briller au loin, telles des étoiles artificielles promettant un faux salut. Papa, la voix de Clara semblait petite, mais déterminée. Relampago n'aime pas qu'on lui crie dessus. Eduardo crie beaucoup après ses chevaux. Ses grands yeux rencontrèrent ceux de son père, lui transmettant une sagesse que seuls les enfants et les animaux semblent posséder. Monsieur Oliveira s'est levé de table et s'est dirigé vers sa fille, s'agenouillant à côté d'elle pour regarder le dessin. Sur le papier, Lightning semblait réellement voler, ses pattes touchant à peine le sol vert couleur crayon. « Ma chérie, nous devons parfois prendre des décisions difficiles pour protéger notre famille, » expliqua sa voix douce, tentant de masquer sa propre incertitude. Le lendemain matin, Eduardo arriva tôt à l'écurie, apportant avec lui un contrat imprimé sur papier à en-tête et une épaisse enveloppe. Ses chaussures italiennes, impeccablement propres malgré le sol poussiéreux, faisaient un bruit distingué lorsqu'il marchait entre les écuries. « Réfléchissez bien, Oliveira, » dit Eduardo, son sourire n'atteignant pas ses yeux. 3 mois d'entraînement, participation au Grand Prix régional et un généreux pourcentage de la récompense. Votre cheval a le potentiel pour devenir champion, mais a besoin d'une formation professionnelle. Clara, arrivée plus tôt que d'habitude pour sa visite matinale à Relampago, se cachait derrière une botte de foin, le cœur battant. Il regarda son père lire le contrat, fronçant les sourcils, concentré. Eduardo fit un geste dédaigneux de la main. Malheureusement, nous ne pouvons pas permettre des interférences émotionnelles pendant l'entraînement. Il est crucial de garder le cheval concentré. Après les compétitions, bien sûr, tout redevient normal. Son ton était doux, mais il y avait une fermeté qui ne supportait aucune discussion. Monsieur Oliveira a regardé l'enveloppe entre ses mains. Il a ensuite précisé qu'il sortait maintenant de sa cachette, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Lightning, sentant la détresse de son petit ami, hennissait doucement depuis son écurie. Bien sûr, répondit Eduardo en vérifiant sa montre en or. Mais ne tardez pas trop. Le Grand Prix approche et d'autres propriétaires sont également intéressés par des places. Avec un bref signe de tête, il se dirigea vers la sortie, laissant derrière lui une famille dans la tourmente. Maria, qui regardait la scène depuis la porte de l'écurie, sentit son cœur se serrer. Elle s'approcha de son mari et lui prit fermement la main. Antonio, peut-être devrions-nous chercher un autre chemin. Dieu pourvoit toujours. Mais cette nuit-là, alors que Clara dormait en serrant son dessin de Lightning dans ses bras, Monsieur Oliveira a reçu une lettre qui allait tout changer. La banque menaçait de reprendre possession de sa modeste maison en raison de retard de paiement. Le cœur lourd, il réalisa que ses options s'épuisaient rapidement. Le matin où Relampago a été emmené au club équestre s'est levé gris, comme si le ciel lui-même partageait la tristesse de la famille Oliveira. Clara refusait de quitter sa chambre, ses sanglots étouffés par l'oreiller lorsqu'elle entendait les sabots de son ami s'éloigner le long du chemin de pierre.
Monsieur Oliveira marchait à côté de l'animal, tenant les rênes avec des mains tremblantes. L'enveloppe contenant l'avance du contrat pesait comme du plomb dans sa poche, mais la lettre de la banque pliée avec elle pesait encore plus. Maria regardait depuis la fenêtre de la cuisine, ses prières silencieuses se mêlant à la vapeur de sa tasse de thé. « Je vais bien prendre soin de lui, Oliveira », a garanti Eduardo, la voix remplie d'une fausse cordialité alors qu'il conduisait Relampago jusqu'à la remorque de transport. « Dans 3 mois, nous aurons un champion entre nos mains. » Les jours qui suivirent furent difficiles pour tout le monde. Clara a arrêté de chanter ses comptines au petit déjeuner. Ses dessins, autrefois colorés et joyeux, ne comportent plus que des traits dans les tons gris, un cheval solitaire sous des nuages sombres. Au club équestre, Relampago était confronté à une routine complètement différente. L'entraînement commençait avant l'aube et durait jusqu'au crépuscule. Eduardo a personnellement supervisé chaque séance, sa voix résonnant d'ordre ferme et parfois dur dans tout le manège. Une semaine s'est transformée en 2, puis 1 mois. Monsieur Oliveira essayait de rendre visite à Relampago autant que possible, mais Eduardo avait toujours une excuse prête. Il suit un entraînement intensif maintenant. Oh, nous lui avons juste donné quelques suppléments. Il vaut mieux ne pas le déranger. Petit à petit, Clara a commencé à créer une nouvelle routine. Chaque matin, avant l'école, il marchait jusqu'à la clôture qui séparait sa maison du club équestre. De là, je pouvais voir le manège au loin et parfois, quand j'avais de la chance, j'apercevais un cheval doré courir sous le soleil levant. Ça a l'air différent, maman, a commenté Clara un jour au dîner. La foudre n'a jamais couru comme ça auparavant, si désespérée. Ses petits doigts jouaient avec la nourriture dans l'assiette, son appétit diminué par l'inquiétude. Maria échangea un regard inquiet avec son mari. Ils avaient également remarqué des changements dans le comportement de l'animal lors des rares occasions où ils pouvaient le voir de loin. La joie naturelle de Lightning semblait avoir été remplacée par une intensité presque frénétique. Un jour, lorsque Monsieur Oliveira a finalement eu une brève visite à l'écurie du club, son cœur s'est serré en voyant les conditions à Relampago. Le cheval, bien que toujours majestueux, avait une allure différente, moins brillante, plus anxieuse. Ses oreilles bougeaient constamment, comme s'il attendait toujours quelque chose ou quelqu'un. Il s'adapte bien au régime professionnel, a expliqué Eduardo, évitant ainsi à Monsieur Oliveira de trop s'approcher de l'écurie. Les résultats de l'entraînement sont prometteurs. Nous sommes déjà parmi les favoris pour le Grand Prix. De l'autre côté de la propriété, Clara non plus n'arrivait pas à dormir. Assise sur son lit, serrant son oreiller dans ses bras, elle regardait par la fenêtre en direction du club équestre. Les lumières de la grange étaient toujours allumées et le cœur de sa petite fille savait que quelque chose n'allait pas. « Papa » appela-t-il en trouvant Monsieur Oliveira dans le salon. « Lightning est triste, je sais, il a besoin de nous. » Ses yeux brillaient de larmes retenues, mais sa voix portait une certitude qui poussa son père à se demander une fois de plus s'il avait pris la bonne décision. Monsieur Oliveira a serré sa fille dans ses bras, ressentant plus que jamais le poids de sa décision. L'argent avancé avait aidé à régler les factures les plus urgentes, mais à quel prix? Les mots de Clara résonnaient dans son esprit, se mêlant au bruit lointain des sabots de Lightning, tambourinant sans cesse sur le sol de son écurie solitaire. 2 mois passèrent et l'automne commença à peindre les feuilles des arbres de la vallée des chevaux dans des tons dorés et rougeâtres. Les matinées étaient plus froides et le brouillard qui couvrait les terrains du club équestre donnait un air presque mystique aux entraînements de plus en plus intenses de Relampago. Clara avait développé une nouvelle habitude. Chaque après-midi après l'école, elle s'asseyait sur un petit monticule près du club équestre, où elle pouvait regarder l'entraînement sans se faire remarquer. Avec son carnet de croquis sur ses genoux, il a enregistré chaque instant qu'il pouvait voir de son ami, remarquant les changements subtils dans sa posture, dans son trot, dans son esprit. Il est plus maigre, se murmurait l'un de ces après-midi, en traçant avec son crayon des lignes inquiètes sur le papier. Le bruit du coup de feu de départ, qu'Eduardo utilisait de plus en plus fréquemment pendant l'entraînement, la faisait grincer des dents à chaque fois qu'il résonnait dans l'air. À l'école, son professeur a commencé à remarquer des changements dans le comportement de la jeune fille.
Les dessins de chevaux libres et heureux avaient été remplacés par des images plus sombres. Un cheval doré entouré d'ombres sombres, courant sans but sous un ciel orageux. Monsieur Oliveira a appelé l'enseignant lors d'une réunion de parents. Clara a été très silencieuse ces derniers temps. Elle avait l'habitude de raconter des histoires animées sur Lightning à ses camarades de classe, mais maintenant sa voix baisse lorsqu'elle voit l'expression douloureuse sur le visage de son père. À la maison, Maria essayait de maintenir la normalité, mais elle ressentait aussi le changement dans l'atmosphère familiale. Les nuits étaient particulièrement difficiles lorsque le vent transportait le bruit lointain des entraînements nocturnes. Clara se réveillait toujours à ces heures-là, avec ses petits pieds nus faisant un minimum de bruit lorsqu'elle s'approchait de la fenêtre. « Maman » demanda-t-il un soir d'une voix tremblante, « pourquoi Eduardo entraîne-t-il Relampago si tard ? Les chevaux aussi ont besoin de dormir, n'est-ce pas ? » Monsieur Oliveira, pour sa part, a essayé de maintenir le contact avec Relampago à travers des visites de plus en plus rares et brèves. À une de ces occasions, il remarqua des marques d'éperons sur les flancs de l'animal, ce qui n'avait jamais été nécessaire auparavant. Lorsqu'il interrogea Eduardo à ce sujet, il ne reçut qu'un sourire froid et une réponse répétée. « Ce sont des méthodes professionnelles, Oliveira. Je dois m'assurer que vous restiez concentré pendant l'entraînement. Les enjeux pour le Grand Prix sont déjà très élevés. Nous ne pouvons pas décevoir les investisseurs. » Par un après-midi particulièrement froid, Clara a décidé de se rapprocher que d'habitude. Cachée derrière quelques buissons près du manège, elle voyait clairement l'entraînement en cours. Son cœur s'est presque arrêté lorsqu'il a vu Eduardo lever un fouet, quelque chose qui n'avait jamais été utilisé sur Relampago auparavant. Lightning courait avec ses sabots martelant le sol à un rythme frénétique, mais il y avait quelque chose de différent dans ses mouvements. La grâce naturelle qui l'avait toujours caractérisé avait été remplacée par une urgence désespérée, comme s'il fuyait non pas par volonté, mais par peur. « Papa » implora-t-elle en s'accrochant à ses jambes, « s'il te plaît, ramène Lightning. Ils lui font du mal. S'il te plaît, papa, s'il te plaît. » Parfois, commença-t-il d'une voix lourde, les décisions que nous prenons pour protéger ceux que nous aimons finissent par nuire à ceux que nous aimons aussi. Mais alors même qu'il prononçait ces mots, quelque chose en lui commençait à se rebeller contre la situation qu'il avait laissé se produire. Le Grand Prix régional approchait à grands pas et l'ambiance dans la Val de Los Caballos devenait de plus en plus électrique. Des panneaux colorés annonçaient l'événement à chaque coin de rue et les conversations dans les rues tournaient autour des paris et des favoris. Le nom de Relampago était partout dans les journaux locaux, décrit comme « le cheval surprise de la saison ». Clara, cependant, élaborait son propre plan. Depuis des semaines, il observait la routine du club équestre, en accordant une attention particulière au moment où la sécurité semblait plus détendue. Par une nuit particulièrement sombre, lorsque la nouvelle lune rendait les ombres plus profondes, il décida qu'il était temps d'agir. Il a attendu que ses parents s'endormaient, avec l'habileté tranquille que seuls les enfants semblent posséder, il s'est échappé par la fenêtre de sa chambre. Vêtue de son pyjama licorne et munie de sa lampe de poche préférée, elle a suivi le chemin familier jusqu'au club équestre. Le cœur de Clara battait si fort dans sa poitrine qu'elle avait peur que quelqu'un l'entende. Les ombres dans les écuries ressemblaient à des géants endormis et chaque bruit faisait resserrer la prise de ses petits doigts sur la lanterne. Mais son amour pour Relampago était plus grand que sa peur. L'écurie principale était calme, à l'exception des mouvements occasionnels des chevaux dans leurs écuries. Clara connaissait le chemin de l'écurie de Relampago comme elle connaissait le chemin de son propre lit. Il avait mémorisé l'emplacement exact lors de ses observations de jour. Lorsqu'il atteignit enfin l'écurie de son ami, ses petites mains tremblaient alors qu'il ouvrait la serrure. Lightning, reconnaissant immédiatement sa présence, se déplaça dans l'obscurité, ses yeux brillant d'un mélange de joie et d'inquiétude. C'est alors que les lumières de l'écurie se sont soudainement allumées, faisant sursauter Clara de peur. Eduardo se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage déformé par une expression de rage qui fit se recroqueviller la jeune fille devant Lightning. Clara, effrayée mais déterminée, se tenait entre Eduardo et Relampago. Ça lui fait mal, sa petite voix tremblait, mais elle portait une bravoure surprenante. Il n'aime pas courir comme ça.
Le bruit de la dispute a attiré l'attention du veilleur de nuit, qui a rapidement appelé Monsieur Oliveira. Quelques minutes plus tard, les parents de Clara arrivèrent à l'écurie, le visage pâle d'inquiétude. « C'est inadmissible, Oliveira », gesticula violemment Eduardo, « ta fille envahit une propriété privée en pleine nuit. Savez-vous combien d'argent est en jeu? Combien avons-nous investi dans ce cheval ?» Eduardo s'approcha avec un doigt accusateur. « Nous avons un contrat, Oliveira, et maintenant tu me dois une explication pour cette invasion. Je peux te poursuivre en justice pour ça. » Clara, toujours dans les bras de sa mère, se met à pleurer. « Il a peur, papa. » Eduardo utilise une arme à feu pour lui faire peur pendant l'entraînement. « Je l'ai vu. » Monsieur Oliveira a regardé sa fille, puis Relampago et enfin Eduardo. Des années de mission et de soucis financiers semblaient se dissiper devant la vérité simple et pure que sa fille de 6 ans pouvait voir si clairement. Eduardo sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Fais-le, Oliveira, et prépare-toi à perdre bien plus que ton emploi. » La nouvelle de la confrontation dans l'écurie se répandit rapidement dans toute la vallée des chevaux. Le lendemain matin, alors que le brouillard recouvrait encore les champs, de petits groupes de voisins se sont rassemblés au coin des rues pour chuchoter ce qui s'était passé. L'histoire de la petite Clara, qui s'était aventurée seule au milieu de la nuit pour voir son amie, a touché le cœur de tous ceux qui l'ont entendue. Monsieur Oliveira a passé toute la matinée dans le bureau du docteur Menet, le seul avocat de la ville. Le vieux juriste, connu pour son intégrité et son amour des animaux, a écouté attentivement chaque détail de l'affaire tout en caressant son vieux chat qui dormait paisiblement sur ses genoux. « La situation est délicate, Oliveira », a expliqué l'avocat en ajustant ses lunettes de lecture tout en examinant le contrat. Eduardo a été astucieux en incluant des clauses sur les méthodes de formation professionnelle sans les préciser. Mais peut-être y a-t-il ici un désaccord. Pendant ce temps, au club équestre, Eduardo intensifiait encore plus l'entraînement de Relampago. Le son du coup de feu de départ résonnait avec une fréquence effrayante, faisant trembler les autres chevaux de leurs écuries. Les employés échangèrent des regards inquiets, mais personne n'osa remettre en question les méthodes du fils du patron. Clara n'est pas allée à l'école ce jour-là. Assise sur son lit, serrant contre elle son oreiller à imprimer cheval préféré, elle écoutait les bruits lointains du club et pleurait doucement. Maria, navrée de voir sa fille ainsi, a décidé de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Pendant des heures, la mère et la fille ont travaillé ensemble, Maria notant soigneusement chaque observation de Clara, les heures d'entraînement nocturne, l'utilisation du pistolet, les marques qu'elle avait vues sur le corps de Relampago. La précision des détails fournis par la jeune fille était impressionnante. Maria fronça les sourcils, intriguée. Un vétérinaire, peut-être. Eduardo maintenait son sourire artificiel, mais ses mains se serraient en poing tendu. Comme je l'ai déjà expliqué, nous utilisons des méthodes professionnelles avancées. Nous avons des délais et des objectifs à respecter. En dehors du club, Clara et Maria ont trouvé une alliée inattendue. La femme en blouse blanche, dont Clara avait parlé, s'approcha d'eux en se présentant comme étant le docteur Elena. Le docteur Elena sourit doucement, ses yeux rencontrant ceux de Clara. Non seulement je peux, mais je dois le faire. Et il y a autre chose que vous devez savoir sur moi et Eduardo. Nous pouvons et nous devons. La voix ferme du procureur chevauchait la sienne. Il existe suffisamment de preuves de mauvais traitement pour mener une enquête approfondie. La révélation du docteur Elena a fait l'effet d'une bombe dans l'aval de Los Caballos. Assis dans le petit salon des Oliveira, tout le monde l'écoutait attentivement pendant qu'elle racontait son histoire. Clara, recroquevillée sur les genoux de sa mère, n'a pas manqué un seul mot. Eduardo est mon neveu, commença Elena, faisant tournoyer nerveusement ses doigts sur la tasse de thé que Maria avait servie. Mais nous nous sommes séparés il y a des années lorsque je me suis opposé à l'entreprise de mon frère, de son père, au club équestre. Eh bien, il n'a pas été construit sur un terrain qui appartenait légitimement à la famille. Ces terres, continua Elena en sortant de vieux documents de sa mallette, appartenaient à vos ancêtres, monsieur Oliveira. Votre grand-père était le propriétaire légitime de toute cette zone. Lorsqu'il est décédé,
mon frère a profité de la confusion avec les documents et a tout enregistré à son nom. J'ai conservé ses écrits originaux pendant des années, expliqua Elena en étalant les papiers jaunis sur la table basse. J'ai toujours su qu'un jour la vérité éclaterait. Quand j'ai vu ce qu'Eduardo faisait avec ce cheval, j'ai réalisé qu'il était temps. Le docteur Méné, également présent, a examiné les documents avec un intérêt professionnel. Ça change tout, murmura-t-il en ajustant ses lunettes. Avec ces preuves, nous pouvons non seulement invalider le contrat de Relampago, mais aussi remettre en question la propriété de l'ensemble du club. À ce moment-là, un bruit venant de l'extérieur de la maison attira l'attention de tous. Eduardo se tenait sur le porche, le visage rouge de fureur lorsqu'il aperçut sa tante à travers la fenêtre. Sans attendre d'invitation, il franchit la porte en trombe. Elena se leva calmement, face à son neveu. « Famille, et où était votre sens de la famille lorsque vous torturiez ce cheval? Lorsque vous menaciez une fille ?» Le docteur Méné l'interrompit d'une voix aiguë. « Paris illégaux, dit-il, intéressant que vous en parliez. » Mais avant qu'elle puisse partir, le procureur de la Human Society est arrivé, accompagné de 2 policiers. Le visage d'Eduardo a complètement perdu ses couleurs lorsqu'il les a vus. « C'est fini, mon ami, » murmura-t-il en serrant le cou de l'animal. « Tu es déjà à la maison. » Monsieur Oliveira hocha la tête, observant sa fille avec Lightning. Le soleil commençait à se coucher dans la vallée des chevaux, peignant le ciel dans des tons de rose et d'or, comme si la nature elle-même célébrait ce moment de vérité et de justice. Les jours suivants dans l'aval de Los Caballos furent intenses et mouvementés. La nouvelle des documents du docteur Elena et de la véritable histoire des terres du club équestre se répandit plus vite qu'un cheval en fuite. Le père d'Eduardo, après avoir découvert non seulement les activités illégales de son fils, mais aussi la fraude commise il y a des décennies, a décidé de faire quelque chose auquel personne ne s'attendait. « Je veux faire ce qu'il faut », a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec le docteur Méné, les Oliveira et sa belle-sœur Elena. Son visage, marqué par des années d'arrogance, affichait désormais une surprenante humilité. « Je ne peux pas défaire le passé, mais je peux réparer l'avenir. » La proposition qui a suivi a laissé tout le monde sans voix. Le club équestre serait transformé en coopérative, avec les Oliveira comme associés majoritaires. De plus, un centre de rééducation pour chevaux serait créé sous la direction du docteur Elena. « Cela signifie bien plus que ça, chérie, répondit Elena en souriant doucement. Cela signifie que nous pouvons créer un lieu où les chevaux sont traités avec l'amour et le respect qu'ils méritent. » Lightning, enfin libéré d'un entraînement exhaustif, commençait à retrouver son esprit joyeux. Chaque matin, Clara reprenait sa routine consistant à brosser sa fourrure dorée et à lui raconter des histoires. Le cheval répondit avec ces légers reniflements dont il avait tant besoin. Monsieur Oliveira arrêta son travail, regardant pensivement sa fille. La sagesse simple et profonde de ses paroles le frappa comme un rayon de soleil perçant les nuages. Maria, découvrant un talent qu'elle-même ignorait posséder, commença à organiser des visites scolaires au nouveau centre. Les enfants ont adoré écouter Clara raconter l'histoire de Relampago, et le cheval semblait particulièrement doux avec les petits visiteurs. Le docteur Elena a établi des protocoles rigoureux de soins aux animaux, garantissant que chaque cheval reçoit une attention individualisée. Son expérience en tant que vétérinaire, combinée à sa compassion naturelle, a transformé l'établissement en un modèle de traitement équin. Elena arrêta d'écrire et regarda pensivement par la fenêtre du bureau de fortune. Parfois, petit, la vérité a besoin du bon moment pour apparaître et parfois elle a besoin de quelqu'un de spécial pour donner de la valeur à tout le monde. Un jour, une surprise particulière est arrivée par courrier, une lettre du Conseil régional de protection des animaux, reconnaissant le centre de rééducation équine de Los Caballos comme un modèle d'excellence en matière de soins aux animaux. Le cheval répondit par un hennissement doux, posant son museau sur l'épaule de la jeune fille. Autour d'eux, d'autres chevaux paissaient paisiblement, certains avec des histoires aussi difficiles que celles de Relampago, mais tous avaient désormais une seconde chance. Le printemps est arrivé dans la vallée des chevaux, apportant non seulement des fleurs, mais aussi un nouvel espoir.
Le centre de rééducation équine était florissant, au propre comme au figuré. Des jardins colorés ont été aménagés entre les écuries, créant un environnement accueillant tant pour les animaux que pour les visiteurs. Une matinée particulière a commencé avec Clara courant, animée dans les couloirs de la maison encore en pyjama. « Maman, papa, aujourd'hui c'est le grand jour », a-t-il crié, la voix débordante de joie. C'était le jour de la première présentation officielle du nouveau programme Amis des chevaux, idéalisé par Clara et soutenu avec enthousiasme par le docteur Elena. « Calme-toi, ma fille. » Maria rit, aidant Clara à s'habiller avec sa nouvelle chemise, spécialement confectionnée pour l'occasion. Sur celui-ci, un dessin d'éclair souriait doucement, accompagné de la devise « Chaque cheval mérite l'amour ». La présentation serait simple mais significative. 5 enfants de la ville, choisis dans le cadre d'un programme social, apprendraient les soins de base des chevaux, avec Relampago comme enseignant spécial. Clara serait la jeune instructrice, sous la supervision aimante du docteur Elena. Lara hocha solennellement la tête. À 6 ans, j'avais déjà compris la profondeur de cette vérité. Lightning, frôlant calmement le champ voisin, leva la tête comme s'il était d'accord. Bienvenue, les salua Clara avec un sourire radieux. Aujourd'hui, tu vas rencontrer mon meilleur ami et il sera aussi ton ami. Pedro, qui jusqu'alors était resté à l'écart, fit un petit pas en avant, attiré par la douceur de la voix de Clara et par la présence calme de Relampago. Le cheval, sentant l'hésitation du garçon, baissa doucement la tête dans sa direction. Les paroles de Clara, dans leur simplicité enfantine, ont touché quelque chose de profond chez toutes les personnes présentes. Le docteur Elena, observant la scène, cacha une larme. Maria et son mari lui ont pris la main avec émotion. « Il t'aimait bien », s'exclama Clara en sautant de joie. « Écoute, ça fait ce petit bruit spécial. » Une à une, les autres filles se sont approchées, chacune trouvant son moment de connexion avec le cheval. Clara a guidé chaque interaction avec une patience surprenante pour son âge, partageant de petits secrets sur la façon de faire en sorte que Relampago se sente en sécurité et aimé. « Vous savez », a déclaré Clara à la fin de la matinée, alors que les enfants aidaient à ranger les brosses et autres équipements, Relampago m'a appris que parfois les meilleurs amis n'ont pas besoin de parler notre langue, ils ont juste besoin de comprendre notre cœur. Le sourire de Clara illumina tout son visage. Bien sûr, Relampago va adorer ça, et demain je vais vous montrer la chanson qu'il aime le plus. Pedro, le garçon timide de l'orphelinat, est devenu une présence constante au centre. Petit à petit, sa coquille de silence commença à se briser. Il y eut d'abord des sourires timides, puis des mots murmurés à Lightning et enfin des conversations animées avec Clara sur les chevaux et les rêves. « Sais-tu ce que je veux être quand je serai grand ?» confia-t-il à Clara un après-midi, alors qu'il aidait à distribuer du foin pour les chevaux. « Je veux devenir vétérinaire, tout comme le docteur Elena. Pour pouvoir aider les chevaux qui ont besoin de soins. » Un matin, quelque chose d'inattendu s'est produit. Eduardo, qui effectuait des travaux d'intérêt général dans une autre ville, est retourné à Val de los Caballos. Son visage, auparavant marqué par l'arrogance, arborait désormais une expression différente, plus douce. « Il ne faut pas avoir peur », dit-il en gardant une distance respectueuse. « Je suis venu m'excuser. » Clara regardait attentivement, sa petite main posée sur le cou de Lightning, qui restait étonnamment calme. Un silence pensif s'abattit sur le groupe. C'est Clara qui l'a brisé avec sa voix, porteuse de cette sagesse particulière que seuls les enfants semblent posséder. Elena échangea un regard avec Monsieur Oliveira, qui hocha légèrement la tête. « Vous pouvez commencer par aider avec les tâches de base, » a-t-il dit à son neveu. « Nous verrons le reste avec le temps. » Pedro, d'abord méfiant quant à la présence du nouveau venu, a trouvé en la personne d'Eduardo un mentor inattendu. L'ancien ministre a partagé ses nouvelles connaissances sur le comportement équin, désormais axé sur la compréhension et la bienveillance. Le centre a continué de croître et d'évoluer. De nouveaux chevaux arrivaient régulièrement, certains sauvés de situations difficiles, d'autres amenés par des propriétaires à la recherche d'un endroit plus adapté pour leurs animaux. « Tu sais »
dit Eduardo lorsqu'il remarqua sa présence. J'ai toujours pensé que la force signifiait contrôle, que pour être respecté, il fallait être craint. Il fit une pause, regardant Lightning s'approcher naturellement de Clara. Tu m'as appris le contraire. L'hiver est arrivé dans la vallée des chevaux, apportant des changements aussi importants que les saisons. Le centre de rééducation équine a été transformé en un lieu de guérison non seulement pour les chevaux, mais aussi pour les humains. L'histoire de Lightning et Clara enthousiasme de plus en plus de visiteurs et le programme, Amis du cheval, a désormais une liste d'attente considérable. Par un matin particulièrement froid, Clara est arrivée au centre plus tôt que d'habitude, apportant une surprise spéciale pour Relampago. Une nouvelle couverture, tissée à la main par la grand-mère de Pedro, spécialement pour lui. Le garçon avait parlé à sa grand-mère adoptive du cheval qui avait changé sa vie, et la dame, émue par l'histoire, a travaillé pendant des semaines sur le présent. « Regardez ce que j'ai apporté », s'est exclamé Clara en montrant la couverture bleu clair avec de petites étoiles brodées. La grand-mère de Pedro l'a fait en pensant à toi, parce que tu es spécial comme les stars. Veux-tu m'aider à l'enfiler ? Proposa Clara, surprenant Eduardo avec l'invitation. C'était la première fois que je l'appelais pour participer directement à un moment avec Relampago. Eduardo sentit ses yeux se remplir de larmes. Tu sais, Clara, dit-il en ajustant la couverture une dernière fois. Parfois, je pense que Lightning et toi étiez les meilleurs professeurs que l'on pouvait avoir. La nouvelle du cadeau spécial s'est rapidement répandue dans le centre. Le docteur Elena, constatant l'impact positif qu'avait provoqué ce geste, a eu une idée géniale. Ils organiseraient une célébration spéciale de Noël au centre, où chaque cheval recevrait un cadeau personnalisé, confectionné avec amour par la communauté. L'idée a rapidement fait son chemin. Maria a organisé un groupe de couture pour fabriquer des couvertures et des couvertures. Monsieur Oliveira et Eduardo ont travaillé ensemble à la rénovation et à la décoration des écuries. Pedro et les autres enfants du programme ont préparé des cartes et des dessins pour chaque cheval. Une habitante de la ville, propriétaire d'une petite boulangerie, a proposé de confectionner des biscuits spéciaux pour chevaux, selon une recette naturelle et saine approuvée par le docteur Elena. L'arôme de pommes et de carottes s'est rapidement intégré à l'ambiance festive du centre. Clara a passé des heures à planifier la célébration avec le sérieux adorable d'une petite organisatrice d'événements. Chaque détail a été pensé avec amour, de la décoration des écuries à l'ordre dans lequel les cadeaux seraient remis. La veille de l'événement est arrivée avec une surprise de la nature. Du jour au lendemain, une fine couche de neige a recouvert la Val de Los Caballos, transformant le centre en un décor de conte de fées. C'était la première neige depuis des années et cela semblait être un cadeau spécial du ciel pour l'occasion. Lightning l'attendait dans son écurie avec sa nouvelle couverture étoilée, le gardant au chaud. En apercevant sa petite amie, elle fit ce doux hennissement qu'elle lui réservait spécialement. Eduardo, arrivé pour les derniers préparatifs, s'est arrêté lorsqu'il a vu Clara et Relampago ensemble, leurs silhouettes encadrées par la lumière dorée de l'aube, entourées de flocons de neige qui dansaient dans l'air froid du matin. À ce moment-là, il comprit parfaitement le véritable sens de la transformation. Noël des chevaux s'est levé avec la vallée des chevaux recouverte d'un manteau de neige blanche. Des dizaines de familles ont commencé à arriver tôt au centre, transportant des cadeaux soigneusement emballés et des cœurs pleins d'attente. Le lieu avait été transformé. Des guirlandes décoraient les écuries, de petites lumières scintillaient entre les branches des arbres et l'arôme du chocolat chaud et des biscuits aux pommes et aux chevaux emplissaient l'air. Lara, vêtue d'un ensemble rouge et blanc spécialement confectionné pour l'occasion, a tout naturellement endossé le rôle de maîtresse de cérémonie. À ses côtés, Pedro, désormais beaucoup plus confiant, a aidé à organiser les enfants du programme en une ligne ordonnée. Le docteur Elena a regardé avec fierté son jeune élève diriger la célébration. En quelques mois seulement, Clara est passée d'une fille timide qui ne parlait qu'à son cheval à une véritable leader, inspirant les autres enfants par sa compassion et sa sagesse. Un à un, les chevaux du centre ont reçu leurs cadeaux. Il y avait des couvertures faites à la main, des jouets spéciaux pour enrichir l'environnement et des collations saines préparées avec amour. Chaque cadeau était accompagné d'une histoire, l'histoire du cheval qui l'a reçu et l'histoire de l'enfant qui avait choisi le cadeau. Eduardo,
qui ces derniers mois s'était intensément consacré au travail bénévole au centre, a aidé à distribuer du chocolat chaud et des biscuits aux visiteurs. Son visage, auparavant toujours tendu et fermé, s'ouvre désormais sur un véritable sourire lorsqu'il voit la joie des enfants. Elena tapota doucement l'épaule de son neveu. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, Eduardo. Tu en es la preuve vivante. Aujourd'hui, Clara a commencé, de sa voix petite mais ferme, je veux vous raconter une histoire particulière. L'histoire d'un cheval qui m'a appris que parfois il faut perdre une course pour gagner quelque chose de bien plus important. Le public a écouté en silence Clara raconter le parcours de Relampago, depuis les jours heureux de son enfance, en passant par les moments difficiles de la formation forcée jusqu'à la transformation du centre. Son récit d'enfance, parsemé de gestes expressifs et de regards affectueux envers son ami équin, a touché le cœur de toutes les personnes présentes. « Et tu sais ce que Lightning m'a appris » demanda-t-il, les yeux brillants. « Peu importe combien de fois les gens vous ont blessé, votre cœur peut toujours choisir d'aimer à nouveau. Et il y a encore une chose, continua Clara, faisant signe à Pedro de se rapprocher. Lightning m'a appris que parfois les meilleurs cadeaux ne sont pas présentés dans un joli emballage. Parfois, le meilleur cadeau est d'aider quelqu'un à ne plus avoir peur. » Pedro, maintenant à côté de Clara, sortit une grande pancarte derrière son dos. Sur celui-ci se trouvait un dessin réalisé par tous les enfants du programme, avec un éclair au centre, entouré de cœurs et d'étoiles, avec les mots « Notre héros » écrits en lettres colorées. La neige continuait à tomber doucement, avec des flocons blancs dansant dans l'air comme de petites étoiles. Tandis que Relampago, le cheval qui a perdu une course mais qui a conquis d'innombrables cœurs, a reçu l'amour et la gratitude de toute une communauté transformée par son histoire. La célébration du Noël des chevaux a marqué un nouveau chapitre dans l'histoire de la vallée des chevaux. Dans les mois qui suivent, le centre de réadaptation équine devient un modèle en matière de soins animaliers, attirant des visiteurs de tout le pays. L'histoire de Lightning et Clara, racontée et redite, a incité les gens à repenser leur relation avec les animaux. Un matin de printemps, presque un an après les événements qui ont tout changé, Clara était dans sa routine matinale avec Relampago lorsqu'un visiteur inattendu est arrivé au centre. Elle était journaliste pour un magazine national spécialisé dans les histoires inspirantes. Clara hocha la tête fièrement, mais humblement. La foudre n'a pas seulement changé la ville, a-t-il expliqué avec une sagesse qui continue de surprendre les adultes. Il a changé les gens de l'intérieur. Le journaliste a passé la journée au centre, documentant les activités du programme Amis des chevaux, désormais coordonné conjointement par Clara et Pedro sous la supervision du docteur Elena. Eduardo, complètement transformé par rapport à lui-même, a dirigé les séances de formation basées sur la confiance et le respect mutuel. C'est incroyable de voir comment les enfants réagissent aux chevaux, a commenté Eduardo lors de l'interview. Ils n'ont ni préjugés ni attentes, juste de l'amour pur et de l'acceptation. Monsieur Oliveira, supervisant la construction de nouvelles écuries adaptées, a parlé avec fierté de la façon dont le centre était devenu un exemple de seconde chance, tant pour les chevaux que pour les personnes. Le docteur Elena, dans son entretien, a réfléchi à la manière dont une série d'événements apparemment négatifs avait conduit à quelque chose d'aussi positif. Parfois, l'univers a une manière particulière de corriger les injustices, philosophe-t-il. Ce qui a commencé par la douleur et la peur s'est transformé en amour et en guérison. Pedro, désormais assistant vétérinaire junior, a partagé son propre parcours de transformation. Avant de rencontrer Relampago et Clara, il parlait à peine, dit-il. Maintenant, je veux devenir vétérinaire pour aider d'autres animaux, tout comme le docteur Elena. Savoir ? Dit Clara avec sa petite main posée sur le cou de Lightning. Avant, les gens voulaient juste qu'il court vite. Personne ne lui a demandé ce qu'il voulait. Mais parfois, ce qu'on veut, ce n'est pas gagner des courses. Parfois, on veut juste avoir des amis et être heureux. La jeune fille souriait avec ce sourire qui portait toute l'innocence et la sagesse de ses 7 ans. Il voulait ce que nous voulons tous, quelqu'un qui le comprenait, qui l'aimait tel qu'il est. Et vous connaissez la meilleure chose, quand vous trouvez cela, vous voulez la partager avec tout le monde.
Le soleil commençait à se coucher lorsque la journaliste rangea enfin son carnet. Le ciel a été peint dans des tons de rose et d'or, créant un cadre parfait pour le centre de rééducation équine et ses habitants, humains et chevaux, tous unis par une histoire d'amour, de pardon et de transformation. Clara a dit au revoir au journaliste avec un câlin spontané. Reviens quand tu veux, l'invita Théil. Roland Pagot dit toujours que plus il y a d'amis, mieux c'est. Et comme pour confirmer les paroles de sa petite amie, Lightning émit un doux hennissement d'adieu. Un an après le rapport national, l'aval de Los Caballos était devenu une référence en matière de traitement et de rééducation des chevaux. Le centre recevait des visiteurs de tous les coins du pays, venus découvrir la méthode de la vallée des chevaux. C'est ainsi qu'est connu le programme développé par Clara et perfectionné par le docteur Elena. Par une matinée spéciale d'été, le centre se préparait pour sa première remise des diplômes du programme des Amis des Chevaux. Clara, aujourd'hui âgée de 8 ans, ajustait nerveusement le nœud de sa robe alors qu'elle regardait les tribunes se remplir de familles et d'amis. La foudre, bien sûr, a joué un rôle particulier dans l'événement. Portant une guirlande de fleurs sauvages dans sa crinière, elle attendait patiemment aux côtés de Clara, comme elle le faisait toujours au moment important. Eduardo, devenu l'un des instructeurs les plus appréciés du centre, a organisé les enfants selon leur position. Son visage, bronzé par le travail en extérieur, dégageait une sérénité qui semblait impossible auparavant. Un par un, les enfants du programme ont présenté leurs histoires de transformation. Il y avait ceux, comme Pedro, qui avaient surmonté de profondes peurs. D'autres ont trouvé leur voie, leur assurance, leur place dans le monde au contact des chevaux. La foudre m'a appris, a poursuivi Clara dans son discours, que parfois nous devons perdre quelque chose que nous pensions important pour trouver quelque chose d'encore plus spécial. Il fit une pause, souriant à son ami équidé. Il n'a pas gagné le Grand Prix régional, mais il a gagné toute une famille. Pas seulement ma famille, mais toutes les familles qui ont trouvé ici l'amour et la guérison. Les paroles de Clara ont touché tous les cœurs présents. Dans les tribunes, les visages étaient souriants et les yeux brillaient de larmes d'émotion. Parmi les personnes présentes se trouvait la grand-mère de Pedro, les mains occupées avec une nouvelle couverture qu'elle tricotait pour l'hiver prochain. Il y a une chose que Lightning fait toujours avec moi, a-t-il expliqué au public. Il m'a appris que parfois nous n'avons pas besoin de mots pour dire « je t'aime ». Une à une, les autres filles se sont jointes à l'étreinte, créant ainsi un cercle d'amour autour du cheval qui avait changé tant de vies. Eduardo fut le dernier à rejoindre le groupe, ses yeux rencontrant ceux de sa tante Elena avec un regard de profonde gratitude. Le soleil commençait à se coucher dans la vallée des chevaux, peignant le ciel avec des couleurs qui semblaient célébrer ce moment spécial. Les ombres s'allongeaient sur le manège, mais contrairement au passé, elles n'apportaient ni peur ni tristesse, mais seulement la promesse sereine d'une aube nouvelle. Clara, serrant toujours Roland Pagot dans ses bras, lui murmura à l'oreille, comme chaque matin. « Tu es le meilleur ami que l'on puisse avoir. » Et comme toujours, Lightning répondit avec son doux hennissement, ce son spécial qui était sa propre façon de dire. « Je t'aime aussi. » À l'horizon commençaient à briller les premières étoiles, témoins silencieux d'une histoire qui démontrait que l'amour, sous ses formes les plus diverses, avait le pouvoir de transformer non seulement les cœurs, mais des communautés entières. Et dans la vallée des chevaux, où tout a commencé avec une fille et son cheval, cette vérité continuerait à être dite et redite, inspirant les générations futures à croire au pouvoir de la compassion, de la compréhension et de l'amour inconditionnel. Dans l'obscurité de la forêt, un homme en costume élégant traîne violemment une jument blanche blessée. Ses yeux, recouverts d'un tissu noir, ne peuvent voir la terreur qui l'attend. À ses côtés, tremblant, son petit poulain tente de le suivre. Puisque vos yeux ont vu ce qu'ils n'auraient pas dû, maintenant vous ne verrez plus rien. Si c'est l'homme qui attache fermement les animaux à un chêne, vous entendrez votre poulain se faire dévorer par les loups et vous saurez que tout est de votre faute. Avec un sourire cruel, il s'en va au son des hurlements lointains qui approchent. La jument tire désespérément sur les cordes tandis que son poulain hennit de peur. Entre l'ombre des arbres, des yeux jaunes commencent à briller. Les loups émergent, leurs dents acérées brillant au clair de lune. Ce qui se passera ensuite défiera tout ce que vous pensez possible.
Tout d'abord, si, comme nous, vous aimez les animaux, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne manquer aucune histoire passionnante. Merci. Revenons à notre histoire. Le bruissement des feuilles dans la forêt ancienne était comme un avertissement, un signe avant-coureur de ce qui allait arriver cette nuit sans lune. L'air portait un poids différent, plein de promesses de changement, alors qu'une jument blanche comme neige se déplaçait avec enthousiasme le long du chemin inégal, ses sabots résonnant doucement contre le sol couvert de feuilles mortes. Ses yeux, autrefois brillants et alertes, étaient désormais recouverts d'un tissu sombre, suffisamment serré pour faire mal. À côté de lui, tremblant comme une feuille au vent, son petit poulain tentait de le suivre, les pattes encore chancelantant quelques semaines de vie. L'homme qui les conduisait n'a montré aucune compassion. Leurs vêtements coûteux et bien coupés contrastaient grotesquement avec la cruauté de leurs actes. Ses doigts serraient la corde avec une force inutile, tirant violemment la jument vers l'avant à chaque fois qu'elle ralentissait le pas par souci pour son mollet. Le bruit de ses chaussures italiennes écrasant des branches sèches résonnait dans la forêt comme des coups de feu étouffés. « Vous pensiez pouvoir me faire du mal, n'est-ce pas ?» Sa voix était basse et contrôlée, mais remplie d'une rage froide qui rendait l'air encore plus lourd. Une jument stupide qui pensait qu'elle pourrait ruiner mes projets. Il s'arrêta brusquement devant un chêne centenaire, dont les vieilles racines se tordaient sur le sol comme des serpents pétrifiés. La jument pouvait sentir l'odeur de sa peur mêlée à l'arôme humide de la terre et du bois pourri. Ses oreilles bougeaient constamment, captant chaque bruit de la forêt, chaque mouvement dans l'ombre. Même sans pouvoir voir, il savait qu'ils étaient en danger. La vallée des loups n'était pas un endroit pour les chevaux domestiques, encore moins pour les poulains nouveau-nés. L'homme travaillait méthodiquement, attachant la jument au tronc solide du chêne avec des nœuds élaborés et serrés. Ses mains ne tremblaient pas. Ses mouvements étaient précis, comme s'il accomplissait une tâche quotidienne et ne condamnait pas deux êtres innocents à un sort cruel. Puisque vos yeux ont vu ce qu'ils n'auraient pas dû, vous ne verrez plus rien. Siffla-t-il en vérifiant les cordes une dernière fois. Le poulain hennissait doucement, effrayé par l'obscurité grandissante et l'odeur grandissante des prédateurs. L'homme sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux froids, et attacha le petit animal près de sa mère. Vous entendrez votre poulain se faire dévorer par les loups et vous saurez que tout est de votre faute. Comme en réponse à ces paroles cruelles, un hurlement lointain traversa l'air nocturne, faisant frissonner encore plus le poulain. La jument essayait de se déplacer dans la direction du bruit de son veau, mais les cordes la maintenaient fermement en place. Elle pouvait sentir la peur grandissante de son bébé, mélangée à l'odeur âcre de la sueur de l'homme et à l'odeur toujours plus proche des prédateurs. L'homme riche restait en retrait, admirant son travail avec la satisfaction de quelqu'un qui vient de signer un contrat lucratif. « Considérez-vous cela comme une leçon d'ingérence dans les affaires des autres ?» déclara sa voix, portant désormais un ton de finalité. « Ce n'est pas comme si vous auriez l'occasion de mettre en pratique cet apprentissage. » Leurs pas s'éloignèrent lentement, le bruit des chaussures coûteuses diminuant progressivement jusqu'à être avalé par le silence de la forêt. Le bruit lointain du démarrage du moteur d'une voiture de luxe marqua leur départ définitif, ne laissant que le bruit du vent dans les arbres et les hurlements occasionnels qui semblaient se rapprocher. La jument restait immobile, ses autres sens travaillant fébrilement pour compenser la perte de vision. Ses oreilles captaient chaque mouvement dans l'ombre, chaque branche cassée, chaque feuille emportée par le vent. Son nez filtrait les odeurs de la forêt, essayant de déterminer la distance des prédateurs dont il savait qu'ils approchaient. Le poulain s'est approché aussi près que ses attaches le lui permettaient, cherchant la chaleur et la sécurité de sa mère. La jument pouvait la sentir trembler, entendre sa respiration rapide et quelque chose en elle devenait plus fort. Des années d'abus avaient développé en elle une résilience extraordinaire et maintenant cette force intérieure se manifestait non seulement pour sa propre survie, mais aussi pour la protection de sa progéniture. Un nouveau hurlement plus proche faisait maintenant vibrer l'air. Le poulain poussa un hennissement effrayé et la jument répondit par un doux son rassurant, sachant même qu'ils étaient en danger de mort. Son esprit travaillait frénétiquement, cherchant un moyen de protéger son bébé, luttant contre la panique qui menaçait de l'envahir. La nuit commençait tout juste dans la vallée des loups et avec elle, une histoire de survie, de courage et de connexion improbable était sur le point de se dérouler. Le destin de la jument et de son poulain,
mêlé à celui de toute une communauté, commencerait à se dessiner dans l'ombre de cette forêt ancienne, où la cruauté d'un homme déclencherait une série d'événements que personne ne pouvait prévoir. La première lumière du matin filtrait paresseusement à travers les arbres lorsque Vicente Santos ajusta la sangle de son sac à dos aux herbes sur son épaule. À 70 ans, son pas était encore ferme sur les sentiers de la forêt qu'il connaissait depuis son enfance. Ses mains ridées, marquées par des décennies de récolte de plantes médicinales, tenaient une clôture en bois poli qui servait plus de compagnon de marche que de support. Grand-père, regarde ces oiseaux. Marina, sa petite fille de 16 ans, a montré le ciel. Je n'ai jamais vu autant de personnes voler ensemble si tôt. Ses yeux sombres, vivants de curiosité, suivaient le mouvement inhabituel des oiseaux. À côté de lui, Miguel, son frère de 18 ans, fronça les sourcils, lui aussi intrigué par le comportement étrange des oiseaux. Vicente s'arrêta, s'appuyant sur son silence tout en regardant le ciel. Ses yeux, encadrés de rides profondes qui témoignaient d'une vie de sourire et d'inquiétude, se plissèrent d'inquiétude. « Ce n'est pas normal, murmura-t-il, plus pour lui que pour ses petits-enfants. Les oiseaux ne sont aussi agités que lorsque quelque chose ne va pas dans la forêt. »« Comment, grand-père » Miguel s'approcha, ajustant son propre sac de collecte. Le jeune homme avait hérité de la grande stature de son père, mais ses mouvements soignés et son respect de la nature étaient tous ceux de Vicente. Le vieil homme inspira profondément, sentant l'air du matin. Il y avait quelque chose de différent, quelque chose qui lui faisait mal au cœur d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il existe une croyance ancienne dans notre famille, commença sa voix, prenant le ton que ses petits-enfants connaissaient bien grâce aux histoires partagées autour du feu de camp. Quand les oiseaux chantent hors du temps et volent en rond comme ça, c'est que les esprits de la forêt demandent de l'aide. Marina prit la main de son grand-père, sentant l'énergie agitée qui semblait émaner de lui. Et que faisons-nous quand cela arrive ? Les trois continuèrent leur chemin sur un chemin moins fréquenté, Vicente devant, ses yeux expérimentés lisant chaque signe de la nature comme les pages d'un livre familier. Le soleil se levait lentement dans le ciel, mais sa lumière semblait différente ce matin-là, comme si elle était aussi excitante en révélant ce que cachait la forêt. Soudain, un son différent traversa l'air, un hennissement lointain, chargé d'angoisse. Vicente s'arrêta brusquement, levant la main pour faire taire ses petits-enfants. « Tu as entendu ça » demanda Vincent. « C'est précisément pour cela que nous devons enquêter, » a répondu Vicente, le visage prenant une expression sérieuse. Aucun animal domestique ne survit longtemps dans cette zone sans aide. Lorsqu'ils atteignirent enfin une clairière dominée par un immense aiguette, la scène qu'ils trouvèrent les laissa paralysés. Une jument blanche comme neige était attachée au tronc d'arbre, un tissu sombre lui couvrant les yeux. Près d'elle, tremblait un jeune poulain, attaché lui aussi, ses grands yeux pleins de peur. Vicente s'approcha lentement des animaux, ses mouvements étaient doux et calculés. Des années d'expérience avec les animaux sauvages lui avaient appris à projeter son calme, même lorsque son cœur était lourd de rage. « Quelqu'un de cruel » répondit-il finalement, d'une voix basse mais ferme, quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Le vieil homme examinait les amarres, constatant la complexité des nœuds et la qualité de la corde. « Ce n'était pas un travail de bandit ordinaire, murmura-t-il. Ces cordes sont chères. Les nœuds sont trop fantaisistes. » Vicente hocha gravement la tête. « Et d'autres viendront. Ce n'est pas pour rien que cet endroit s'appelle la vallée du loup. » Il se tourna vers ses petits-enfants, l'expression déterminée. « Il faut sortir ces animaux d'ici et vite. »« D'abord les cordes, » ordonna Vicente en sortant son couteau. « Après, on soigne les blessures, mais il faut être rapide et prudent. » Elle est effrayée et aveugle. Une combinaison dangereuse même pour un animal apprivoisé. Ce qu'ils ne savaient pas, alors qu'ils se concentraient sur leur mission de sauvetage, c'était que leurs actions ce matin-là changeraient non seulement leur vie, mais aussi le destin de toute leur communauté. La jument aveugle et son poulain n'étaient que le premier chapitre d'une histoire qui allait mêler leur vie avec des forces qu'ils pouvaient à peine imaginer. Le processus de libération des animaux s'est avéré plus difficile que ce que Vicente avait initialement imaginé. Chaque mouvement devait être calculé,
chaque approche effectuée avec un soin extrême. La jument, même affaiblie, dégageait une force impressionnante. Ses muscles se tendent sous une fourrure blanche tachée de terre. « Calme-toi, petit », murmura doucement Vicente, ses mains expertes travaillant sur les nœuds complexes. « Nous sommes là pour vous aider. » Son ton était mélodieux, presque comme une de ces vieilles chansons que sa grand-mère chantait pour calmer les animaux effrayés. Marina resta près du poulain, qui peu à peu commença à montrer moins de peur. « C'est plus calme maintenant, grand-père, murmura-t-il, gardant sa voix basse et douce. Miguel, quant à lui, montait la garde, ses yeux attentifs scrutant la forêt. Le soleil était déjà plus haut dans le ciel, mais les ombres entre les arbres recelaient encore des mystères et des dangers. « Les loups peuvent revenir à tout moment », prévient sa voix tendue par l'inquiétude. Vicente hocha la tête, ses doigts défaisant enfin le dernier nœud qui attachait la jument. « Maintenant vient la partie la plus délicate, » dit-il en rapprochant ses mains du tissu qui couvrait les yeux de l'animal. « Nous devons voir ce qu'ils lui ont fait. » Avec d'infinies précautions, le vieil homme commença à retirer le tissu sombre. La jument frémit, mais ne bougea pas brusquement. Lorsque le tissu tomba enfin, tout le monde retint son souffle. Les yeux de la jument, auparavant d'un bleu profond, selon les marques sur son dossier que Vicente a remarquées sur la corde, étaient désormais opaques, recouverts d'une pellicule blanchâtre. « Oh, ma chérie !» murmura Vicente, le cœur lourd. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Ses doigts doux examinèrent la zone autour des yeux, trouvant des traces de traumatismes antérieurs. Ce n'est pas seulement maintenant. Elle avait déjà été maltraitée pendant longtemps. « Le monde change, mon petit », a répondu Vicente, sa voix portant le poids de l'expérience. « Et pas toujours pour le mieux. Mais ce n'est pas le moment d'y penser. Nous devons sortir ces animaux d'ici. » Le son lointain d'un hurlement fit trembler le poulain, et la jument tenta immédiatement de se déplacer dans la direction du son, son instinct maternel l'emportant sur sa propre peur. Vicente observait le comportement avec admiration. Même aveugle et blessé, sa première préoccupation était de protéger son bébé. Pendant qu'ils organisaient leur petite caravane, Vicente ne put s'empêcher de remarquer les détails qui rendaient la situation encore plus intrigante. Les luxueuses marques de sabots sur le sol mou, les restes d'une cigarette coûteuse jetée négligemment, l'odeur persistante de l'eau de Cologne importée dans l'air. Le groupe a commencé à avancer lentement sur le chemin, chaque étape soigneusement planifiée. La jument, malgré sa cécité, suivait Vicente avec une confiance qui semblait grandir à chaque instant. Son instinct semblait lui dire que ces personnes étaient différentes de son précédent bourreau. Vicente s'arrêta un instant, réfléchissant à la question. Leur petit ranch, hérité de générations de cueilleurs d'herbes, possédait une vieille grange qu'ils utilisaient rarement. La vieille grange, décida-t-il, est suffisamment cachée de la route principale pour que nous puissions effectuer les réparations nécessaires pour les loger correctement. Vicente secoua lentement la tête. Nous devons d'abord mieux comprendre cette histoire. Celui qui a fait cela a du pouvoir et de l'influence. Les traces laissées ne mentent pas. Nous devons être prudents. Il y a quelque chose de différent chez cette jument, commande Vicente après quelques minutes de marche supplémentaire. Il a une intelligence dans ses mouvements, une façon extraordinaire de s'adapter à la cécité et sa façon de communiquer avec le poulain, sachant toujours exactement où il se trouve. Exactement, acquiesça Vicente. Et j'ai le sentiment que cela va être important dans les jours à venir, très important. La vieille grange se dressait devant eux tel un gardien silencieux, ses planches fanées racontant des décennies de soleil et de pluie. Vicente poussa la porte avec précaution, le doux grincement des charnières rouillées brisant le silence matinal. L'intérieur était étonnamment bien conservé, avec des rayons de lumière dorée pénétrant à travers les fissures entre les planches du plafond. « Ça fait si longtemps que tu n'es pas venu ici », murmura Marina, ses yeux errant sur les vieux outils accrochés au mur, les bottes de foin oubliées dans les coins, l'odeur du vieux bois et de la paille sèche emplissant l'air. Miguel était déjà en train d'aménager un espace confortable avec le foin disponible. Le poulain a l'air épuisé, commenta-t-il en regardant le petit animal trembler légèrement.
Il n'a probablement pas dormi de la nuit parce qu'il avait peur des loups. La jument, comme si elle comprenait l'inquiétude pour son petit, se dirigea instinctivement vers la voix de Miguel. Ses mouvements, bien que prudents, démontraient une grâce surprenante pour un animal aveugle. Elle retrouva le poulain sans difficulté, guidé par le bruit de sa respiration et l'odeur familière. Vicente sourit en regardant la jument positionner son corps de manière protectrice autour de son veau, qui s'installait déjà dans le foin frais. « Comment va Luna pour elle ?» il a suggéré. Blanche comme la lune, guidant son petit dans l'obscurité. Le poulain, comme s'il approuvait son nouveau nom, poussa un petit hennissement avant de se blottir plus près de sa mère. Luna bougea la tête dans la direction du son, touchant doucement le poulain avec son nez. Miguel s'appuya contre l'une des poutres de la grange, son jeune visage marqué par l'inquiétude. Les marques sur les cordes, grand-père, il y avait un symbole gravé dessus, n'est-ce pas? Prado Développement, compléta Miguel en claquant des doigts. D'Eduardo Prado, cet homme d'affaires qui achète tous les terrains de la région. Cela complique les choses, murmura le vieil homme en passant sa main dans sa barbe grise. Si ces animaux lui appartiennent. Comme si elle comprenait la gravité de la conversation, Luna releva la tête, ses oreilles attentives à chaque mot. Il y avait une dignité dans sa posture qui contrastait avec sa condition actuelle, une noblesse que même la cruauté n'avait pas pu briser. Excellent, Miguel, dit Vicente. Nous devons renforcer ces murs, rendre cet endroit plus sûr et établir des postes de garde. Nous ne pouvons pas les laisser tranquilles, du moins pour le moment. Luna laissa échapper un doux hennissement, comme si elle voulait aussi participer à la conversation. Vicente s'approcha d'elle en lui caressant doucement le cou. « Ne t'inquiète pas, petit, murmura-t-il. Vous et votre fils êtes en sécurité maintenant et ensemble nous découvrirons ce qui se passe dans ce pays que nous aimons tant. » Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque les premiers signes de trouble atteignirent la vieille grange. Miguel, qui renforçait l'un des murs latéraux, fut le premier à entendre le bruit des moteurs qui approchaient le long de la route principale. Vicente, qui préparait une compresse aux herbes pour les yeux de Luna, se leva rapidement. Marina, reste avec les animaux. Miguel, viens avec moi. Allons voir qui sont nos visiteurs. Eduardo Prado, murmura Vicente à Miguel. Reste calme et laisse-moi parler. Ce n'est pas une coïncidence, répondit calmement Vicente. L'âge nous apprend à écouter les signaux de la nature. Les oiseaux étaient agités aujourd'hui. Vicente a gardé son expression neutre, des décennies d'expérience dans des négociations difficiles lui étant très utiles en ce moment. Sérieusement, c'est terrible. Les chevaux sont des animaux spéciaux, n'est-ce pas? Tellement loyaux envers ceux qui les traitent bien. Je l'imagine, répondit Vicente, sa voix calme mais ferme. Les chevaux de récompense doivent recevoir des soins particuliers, n'est-ce pas? Ce serait dommage qu'il arrive quelque chose à des animaux d'une telle valeur. Vraiment regrettable, acquiesça Vicente en soutenant le regard de l'homme d'affaires. Tout comme il serait regrettable que quelqu'un découvre que des animaux de valeur ont été délibérément abandonnés dans des zones de prédateurs. Attention, don Vicente. Prado parla, sa voix perdant la cordialité voulue. Vous avez ici une belle propriété. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. Les temps changent et tout le monde ne peut pas s'adapter. Prado recula d'un pas, quelque chose dans ses traits trahissant un moment de perplexité. C'est une menace, vieil homme. Sur ce, il se retourna et retourna à sa voiture. Les véhicules sont repartis dans un nuage de poussière, laissant Vicente et Miguel seuls à l'entrée du ranch. Maintenant, répondit Vicente en se retournant pour retourner à la grange. Nous devons être plus prudents que jamais et commencer à comprendre pourquoi une jument aveugle est si importante pour un homme qui ne se soucie clairement pas des animaux. Vous êtes venu les chercher, n'est-ce pas? Demanda Marina, même si elle connaissait déjà la réponse. L'après-midi s'écoula lentement dans la vieille grange, l'air chargé du parfum des herbes médicinales que Marina avait fait sécher dans les chevrons. Luna restait attentive à chaque mouvement, à chaque son, ses oreilles bougeant constamment comme des radars vivants. La petite star dormait près d'elle,
épuisé après les événements traumatisants des dernières 24 heures. Vicente observa les animaux pendant qu'il préparait une autre compresse à base de plantes, ses mains habiles mélangeant les ingrédients avec la précision de plusieurs décennies d'expérience. « Tu sais, Marina » commença-t-il à voix basse pour ne pas déranger le poulain. « Plus je regarde Luna, plus elle me semble extraordinaire. Regardez comment elle bouge. » Il fit un signe de tête en direction de la jument. La plupart des animaux qui perdent la vue mettent beaucoup de temps à s'adapter, mais c'est comme si elle avait développé un sixième sens. Comme pour confirmer ses propos, Luna tourna la tête exactement dans la direction où Miguel venait d'apparaître à l'entrée de la grange, avant même qu'il n'émette le moindre bruit. Le garçon portait un bouquet de vin frais dans ses bras et son visage était marqué par l'inquiétude. « Grand-père » appela-t-il doucement en plaçant les henneaux dans un coin. « Je reviens tout juste du village. Les gens parlent de clôtures brisées sur les propriétés voisines. Ils disent que le bétail s'enfuit pendant la nuit. » Marina laissa échapper un cri. Cela ne peut pas être une coïncidence. Réfléchissez bien. Vicente se leva et traversa lentement la grange. Une jument précieuse et délibérément aveuglée et abandonnée dans la forêt avec son poulain. Pourquoi? Quel genre de personne détruit un animal d'une telle valeur? Oui, mais la colère, pourquoi? Pisante s'arrêta devant Luna, étudiant sa noble posture même dans l'adversité. Et pourquoi Prado est-il venu personnellement la chercher? Pourquoi n'a-t-il pas envoyé ses employés? Elle a vu quelque chose, conclut soudain Miguel, les yeux écarquillés par cette révélation. Avant d'être aveuglée, elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Cela a alerté les propriétaires, a ajouté Vicente. Et Prado, ne pouvant pas se débarrasser des preuves autrement. Luna laissa échapper un doux hennissement, comme pour confirmer la théorie. Estrella remua dans son sommeil et immédiatement la jument tourna son attention vers lui, son instinct maternel l'emportant sur toute autre préoccupation. Vicente se dirigea vers l'une des fenêtres de la grange, regardant le soleil commencer sa descente à l'horizon. Maintenant, nous devons non seulement protéger Luna et Star, mais aussi trouver un moyen de prouver ce que fait Prado. Il ne va pas s'arrêter aux barrières. Ce n'est que le début. Vicente se tourna vers ses petits-enfants, une lueur déterminée dans les yeux. Peut-être que nous n'avons pas besoin de preuves matérielles. Peut-être que ce dont nous avons besoin, il fit une pause significative en regardant Luna, c'est de trouver un moyen d'amener notre ami ici pour raconter son histoire. Et quelque chose me dit, a poursuivi Vicente, qu'elle est plus que disposée à le faire. Il nous fallait juste trouver comment. Le vieil homme regardait la jument avec une admiration croissante. Au cours des dernières heures, elle avait démontré une extraordinaire capacité d'adaptation à l'espace de la grange, se déplaçant avec une grâce qui défiait sa condition. Ce qui était encore plus impressionnant était la façon dont il semblait réagir aux conversations, comme s'il comprenait vraiment chaque mot prononcé, comme s'il répondait. Luna tourna la tête dans sa direction, ses oreilles concentrées sur sa voix. À ce moment, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La jument commença à bouger, ses sabots frappant le sol selon un schéma rythmé et délibéré. Vicente se redressa sur sa chaise. Votre attention, totalement captée par le comportement inhabituel de l'animal. Luna continuait son mouvement, s'arrêtant de temps en temps comme si elle attendait que Vicente comprenne. Leurs sabots marquaient le sol selon des séquences qui semblaient presque familières. Marina, Miguel, appela-t-il, la voix tremblante d'émotion, viens ici vite. Luna, comme si elle comprenait l'importance du moment, répéta sa séquence de mouvements. Miguel fronça les sourcils, confus, mais Marina halta. Vicente hocha la tête, les larmes aux yeux. Oui, ma petite, c'est un ancien code utilisé pour la communication lorsque les mots n'étaient pas possibles et que notre Lunici s'est arrêté avec émerveillement. Non seulement elle le sait, mais elle essaie de l'utiliser. Il devait appartenir à quelqu'un qui connaissait les anciennes traditions, répondit Vicente en se rapprochant de Luna. Quelqu'un qui l'a entraînée avant qu'elle ne tombe entre les mains du Prado. Marina s'approcha de la jument, ses mains lui caressant doucement le cou. Allez, Luna, nous écoutons.
C'est pourquoi il était si désespéré quand elle a henni cette nuit-là, a conclu Miguel, la voix lourde de compréhension. Non seulement elle a vu, mais elle a compris exactement ce qui se passait. Luna augmenta l'intensité de ses coups, comme pour confirmer l'interprétation de Vicente. Le son rythmé résonnait dans la grange comme une chanson ancienne révélée note par note. Marina et Miguel échangèrent des regards significatifs. La recherche de cette source légendaire était le rêve de toute une vie de son grand-père, un endroit qui, selon les histoires anciennes, pouvait guérir n'importe quelle maladie. La découverte des capacités de communication de Luna a complètement transformé l'atmosphère de l'ancienne grange. Vicente pouvait à peine contenir son enthousiasme alors qu'il organisait de vieilles cartes de la région sur une table de fortune, les mains tremblantes alors qu'il montrait différentes zones de la forêt. La source doit être quelque part dans cette région, a-t-il expliqué, son doigt traçant un cercle dans une zone densément boisée. Les histoires anciennes mentionnaient toujours 3 aguguettes vieux de plusieurs siècles formant un triangle parfait. La jument a immédiatement répondu avec ses coups rythmés, qui ont résonné dans toute la grange. Vicente traduisait, les yeux brillants à chaque nouvelle information. Elle dit qu'il y a une formation rocheuse comme un visage regardant le ciel. La source est près de ce rocher. Oui, s'exclama Vicente, la voix tremblante d'émotion. Et cela est tout à fait logique. La pierre du prophète a toujours été considérée comme un lieu sacré par les anciens colons, mais personne n'a jamais trouvé la source. La jument tapota à nouveau ses sabots à un rythme plus pressant. Vicente fronça les sourcils, se concentrant pour traduire correctement. Elle dit que la source n'est pas autour de la pierre, mais en dessous. Il y a un passage, une fente dans la roche qui n'est visible qu'à une certaine heure de la journée. Luna continua sa communication avec ses coups, désormais plus doux, mais non moins précis. Vicente traduisait chaque séquence avec une admiration croissante. Elle dit qu'il y a plus. L'eau de source ne guérit pas seulement les maladies, elle possède des propriétés particulières qui font pousser les plantes de manière extraordinaire. Et maintenant, tout prend un sens, compléta Vicente, son expression devenant sérieuse. Le projet qu'il envisage n'est pas simplement un autre condo de luxe. Il veut le printemps. Mais il y a quelque chose que je ne comprends toujours pas, dit Miguel en s'approchant de la jument. Comment as-tu appris ce code, Luna? Qui t'a appris ça? Ensuite, Prado a découvert le muletier, la connaissance qu'il avait de la source. Vicente fit une pause, la voix brisée. Il a forcé l'homme à tout vendre, y compris Luna, et puis, mais elle n'a jamais oublié ce qu'elle a appris, murmura Marina en caressant le cou de la jument. Et maintenant, il utilise ses connaissances pour nous aider. Comme pour confirmer ses propos, Luna inclina légèrement la tête, sa posture dégageant une dignité qui semblait transcender sa condition actuelle. Même aveugle, même après tout ce qu'elle a souffert, elle est restée fidèle à sa mission. Vicente regarda les cartes, ses petits-enfants et enfin Luna. Maintenant, trouvons ce printemps. Mais nous devons être extrêmement prudents. Prado a déjà montré de quoi il est capable et je suis sûr qu'il a des observateurs partout. Nous devons être très prudents, a dit Vicente à ses petits-enfants, alors qu'il préparait un petit sac à dos contenant les fournitures essentielles. La lune est faible aujourd'hui, ce qui nous aide à ne pas être vus, mais rend également difficile la navigation dans la forêt. Vicente souriait, une lueur d'admiration dans les yeux, en regardant la jument qui était déjà alerte et semblait impatiente de partir. Je pense que Luna va nous surprendre, ma petite. Elle connaît ce chemin mieux que chacun d'entre nous. Miguel finit de renforcer les liens improvisés qui serviraient de guide aux animaux. Mais les loups, grand-père? Nous allons directement sur leur territoire. Le petit groupe quitta tranquillement la grange, Luna ouvrant la voie avec une confiance surprenante. Estrella était toujours proche de sa mère, avec ses pas jeunes mais fermes. Vicente arrivait ensuite, suivi de Marina et Miguel, qui fermaient la marche. La forêt la nuit était un monde complètement différent. Les sons qui passaient inaperçus pendant la journée semblaient désormais amplifiés. Le bruissement des feuilles, le cri occasionnel d'un hibou, le craquement des branches sous les pieds. Luna, cependant, semblait parfaitement à l'aise,
ses oreilles bougeaient constamment, captant toutes les nuances de l'environnement. Après environ une demi-heure de marche, la jument s'arrêta brusquement. Ses oreilles se tournèrent vers la droite et il tapota ses sabots en signe d'avertissement. Vicente traduisit rapidement. Il y a des gens à proximité. Il faut faire un détour. Ça doit être quelque part par ici. Murmura une voix rauque. Le chef a dit que la jument connaissait le chemin. Les hommes ont continué leur recherche avec leurs lampes de poche, balayant la végétation. Luna restait absolument immobile, seules ses oreilles bougeaient, suivant la position des intrus. Vicente regarda avec émerveillement la jument qui semblait calculer précisément quand elle pouvait se déplacer en toute sécurité, conduisant le groupe sur un chemin alternatif dès que les hommes s'éloignaient. Elle ne nous emmène pas seulement à la source, murmura Vicente à ses petits-enfants lorsqu'ils furent à bonne distance. Elle nous protège activement des justiciers du Prado. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, la jument s'arrêta. Leur coup doux indiquait qu'ils étaient tout près, devant eux, partiellement recouverts par la végétation. La silhouette massive de la pierre du prophète se dressait sur le ciel nocturne. Luna se dirigea résolument vers la formation rocheuse, ses sabots trouvant leur chemin avec une précision impressionnante. Il s'arrêta devant un ensemble particulier de rebords dans le rocher, tapant du sabot dans un nouveau message. Ensuite, nous attendrons, décida Vicente en conduisant le groupe vers un endroit plus protégé. Luna nous a amenés ici sains et saufs. Nous pouvons faire confiance à son jugement. Tu es vraiment extraordinaire, murmura-t-il à la jument. Luna tourna la tête dans sa direction et, pendant un instant, Vicente aurait pu jurer avoir vu une lueur de compréhension dans ses yeux ternes. Le premier rayon de soleil surgit timidement du milieu des arbres, sa lumière dorée touchant la surface irrégulière de la pierre du prophète. Vicente retenait son souffle, les yeux attentifs à chaque détail de la formation rocheuse. Luna commença à bouger avec ses caresses douces, guidant le groupe vers une position spécifique. Là, murmura Marina avec enthousiasme, désignant une fissure dans la roche qui commençait à se révéler dans la lumière grandissante du soleil. Ce qui semblait auparavant n'être qu'une autre ombre sur la pierre montrait désormais clairement une ouverture étroite, presque parfaitement alignée avec l'aube. Vicente s'approcha de la fente, ses mains expertes touchant la surface froide du rocher. « C'est incroyable, murmura-t-il. Les anciens ont choisi cet endroit avec tant de soin. L'entrée n'est visible que quelques minutes à l'aube. » Miguel ajustait les cordes qui guidaient les chevaux. « Comment allons-nous faire cela ? Le passage semble trop étroit pour Moonestar. » Marina regardait anxieusement entre la fente dans la roche et les bruits qui approchaient. « Nous ne pouvons pas les laisser trouver la source. » La jument s'avança, touchant doucement le visage de Marina avec son museau. Ses coups suivants furent doux, presque comme une caresse sonore. Vicente traduisit de sa propre voix tremblante. Elle dit que c'est sa mission. Protéger la source a toujours été son destin depuis que le vieux muletier la formait. Vicente ferma les yeux un instant, le cœur lourd de la décision qu'il devait prendre. Luna a raison, elle a enfin parlé. Elle connaît cette forêt mieux que quiconque. Il peut éloigner Prado et ses hommes de la source suffisamment longtemps pour que nous puissions découvrir ses secrets. Allez, appela doucement Vicente en guidant ses petits-enfants vers la fente du rocher. Luna sait ce qu'elle fait, murmura-t-il. Il utilise le code des muletiers. Il fait exprès de faire du bruit pour attirer leur attention. Tous trois se précipitèrent vers le passage rocheux qui était maintenant éclairé par une lumière dorée venant de la fente. Le bruit des sabots de Luna se fit plus lointain, se mêlant aux cris de surprise et aux ordres confus des hommes qui les poursuivaient. Vicente s'arrêta un instant, écoutant les bruits venant de l'extérieur. Un sourire de compréhension illumina son visage. « Vous entendez ça, les loups ?» Le passage commença à s'élargir et devant eux, ils pouvaient entendre le doux bruit de l'eau qui coulait. Vicente a sorti une petite lampe de poche de son sac à dos. La lumière du soleil n'atteignait plus cette profondeur. L'intérieur du passage rocheux était comme entré dans un autre monde. L'air était plus frais, avec un arôme particulier rappelant les fleurs sauvages après la pluie.
Le bruit de l'eau devenait plus fort à chaque pas, se répercutant sur les murs de pierre d'une manière presque musicale. Vicente a ouvert la voie avec sa lampe de poche, révélant des dessins anciens sur les murs, des symboles et des figures qui racontaient des histoires d'une époque oubliée depuis longtemps. Marina toucha les inscriptions avec révérence, ses yeux brillants de fascination, malgré les larmes encore fraîches de la séparation d'avec Luna. Vicente rapprocha la lampe de poche, étudiant les peintures anciennes avec un intérêt croissant. « Ce ne sont pas que des chevaux, murmura-t-il, ses doigts traçant doucement les contours. Ce sont des gardiens. Les anciens croyaient que certains animaux étaient choisis par les esprits de la forêt pour protéger les lieux sacrés. » Le groupe a continué à avancer dans le passage, qui a maintenant commencé à descendre en douce spirale. L'air est devenu plus humide et de petites gouttes d'eau ont coulé le long des parois rocheuses. Le bruit de l'eau augmenta, non plus un simple bruit de courant, mais quelque chose de plus complexe, comme une mélodie ancienne. Finalement, le passage s'ouvrit sur une chambre naturelle qui coupa le souffle aux trois. La lumière de la lampe de poche de Vicente révéla un espace circulaire où plusieurs petites sources jaillissaient des parois rocheuses, convergeant vers un petit lac cristallin au centre. L'eau dégageait une lueur douce, presque surnaturelle, qui semblait danser sur les parois de la caverne. « C'est plus beau que toutes les histoires racontées », murmura Vicente, la voix tremblante d'émotion. Des décennies de recherche, d'études des légendes anciennes, ont abouti à ce moment. Vicente examinait les plantes avec des yeux experts, reconnaissant des variétés qu'il ne connaissait que grâce aux vieux livres de sa grand-mère. L'eau, murmura-t-il, doit avoir des propriétés particulières qui permettent à ces plantes de survivre ici. Vicente et Marina le rejoignirent, étudiant les symboles qui semblaient plus récents que ceux du passage. Ils ne sont pas issus des peuples anciens, conclut Vicente en fronçant les sourcils, concentré. Il s'agit du code des muletiers, uniquement adapté pour être écrit. Vicente hocha la tête en parcourant rapidement les inscriptions des yeux. Il a découvert les secrets de l'eau. Il ne s'agit pas seulement de la capacité de faire pousser des plantes rares. L'eau a des propriétés curatives uniques. Mélangée à certaines herbes et exposée à la lumière du soleil levant, Marina regardait avec anxiété l'entrée d'où elle venait. Luna, tout ira bien. Mais que pouvons-nous faire ? Demanda Marina, son regard alternant entre les sources et le passage. Nous ne pouvons pas les laisser trouver cet endroit. Nous n'avons pas besoin de les empêcher de trouver cet endroit, dit-il lentement, un plan se formant dans son esprit. Nous devons nous assurer qu'au moment où ils le retrouveront, il sera trop tard. Vicente s'est approché d'une des sources avec ses doigts touchant doucement l'eau cristalline. Le vieux muletier a laissé ici des instructions spécifiques. Il existe un moyen de sceller temporairement ces sources, afin que seul quelqu'un connaissant les anciens secrets puisse les rouvrir. Le temps semblait se raccourcir alors que Vicente travaillait rapidement avec ses doigts experts en suivant les anciennes instructions gravées dans la pierre. Miguel et Marina les regardaient attentivement tandis qu'ils aidaient leur grand-père à recueillir de petits échantillons d'eau sacrée dans des pots qu'ils avaient apportés pour ces herbes médicinales. Chaque source doit être scellée dans le bon ordre, expliqua Vicente d'une voix basse mais urgente. C'est comme une vieille mélodie. On ferme une note, tout le processus échoue. Vite, murmura Miguel, aidant grand-père à positionner de petites pierres à des endroits précis autour de chaque source. Ils arrivent. Vicente a accéléré ses mouvements avec ses mains bougeant désormais avec la précision de décennies d'expérience avec des herbes et des rituels anciens. Cassio, murmura-t-il en plaçant la dernière pierre. Maintenant, nous devons réciter les mots exacts. Lune. S'exclama Marina, le cœur serré d'inquiétude. Les trois formèrent un cercle autour du lac central, les mains jointes. Vicente a commencé à réciter des mots anciens enseignés par des générations de gardiens de la forêt. Miguel et Marina répétaient chaque phrase avec leur voix mêlée au bruit de l'eau et aux échos lointains de la bataille qui se déroulait à l'extérieur. Soudain, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. L'eau des sources commença à briller davantage de sa lumière, palpitant comme un cœur vivant. Les petites pierres que Vicente avait positionnées se mirent à vibrer et un son aigu, presque musical, remplit la chambre. Là, dans la chambre, cria une voix grave.
C'était Prado, avec sa voix déformée par la rage et l'acoustique de la grotte. Et puis, au moment où les premiers personnages sont apparus à l'entrée de la salle, quelque chose d'incroyable s'est produit. L'eau commença à se retirer comme une marée descendante, disparaissant dans les crevasses du rocher. La lumière pulsée diminua progressivement jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une douce lueur. Vicente se tourna pour faire face à l'homme d'affaires furieux, avec une posture droite et digne malgré son épuisement. « C'est fini, Eduardo, dit-il calmement. La source est scellée et ne peut être rouverte que par ceux qui connaissent les anciens secrets. » Un bruit assourdissant l'interrompit. Un hennissement puissant, mêlé de hurlements, si proche et si intense qu'il fit tomber des petites pierres du plafond de la caverne. Et puis, à la stupéfaction de tous, Luna apparut à l'entrée de la chambre avec sa fourrure blanche brillant dans l'obscurité comme un fantôme vengeur. Derrière elle, des ombres bougeaient. Les loups, les yeux brillants dans l'obscurité, bloquaient complètement le couloir. Estrella était en sécurité parmi eux, protégée par l'alliance improbable entre sa mère et les prédateurs de la forêt. Luna frappa de ses sabots le sol de la caverne avec un son qui résonnait comme celui du tonnerre. Vicente traduisit avec un sourire admiratif sur le visage. Elle dit que cette terre a des gardiens plus âgés que chacun d'entre nous et qu'ils viennent de prendre leurs décisions. Prado regarda autour de lui, son arrogance cédant finalement la place à la peur lorsqu'il réalisa qu'il était coincé. Face à lui, la famille qu'il avait sous-estimée. Derrière, une jument aveugle qui avait survécu à sa cruauté, menant une meute de loups comme si elle était l'une des leurs. Dawn trouva la petite communauté rurale en pleine agitation. La nouvelle des événements survenus dans la caverne sacrée se répandit rapidement, amenant des dizaines de villageois à l'entrée de la forêt. Les familles qui avaient résisté aux pressions du Prado pour vendre leurs terres se sont désormais rassemblées, partageant des histoires de menaces et de sabotage qu'elles craignaient auparavant de révéler. Vicente était assis sur son porche et observait le mouvement inhabituel sur sa propriété normalement calme. Luna se reposait près des marches avec Estrella dormant paisiblement à côté d'elle. Les loups avaient disparu dans la forêt aussi mystérieusement qu'ils en étaient sortis. Mais leur présence se fait encore sentir, une protection silencieuse qui pèse sur la région. Les autorités viennent d'arriver, annonça Miguel en gravissant les marches du porche. Et ils ont fait appel à des experts en patrimoine historique et environnemental. Il n'a pas réussi à sortir de la région, répondit Marina en les rejoignant avec un plateau de tisane fraîche. Les routes étaient bloquées par les mêmes voisins. Il témoigne maintenant sur les clôtures sabotées. Il fit une pause, regardant Luna, sur d'autres actes de cruauté. La jument bougea ses oreilles dans la direction de la conversation et Vicente remarqua à quel point son comportement avait changé depuis les événements de la grotte. Il y avait une paix autour d'elle maintenant, comme si un grand poids avait été enlevé de ses épaules. Miguel s'assit sur la marche du porche, caressant doucement le cou de Luna. Mais ce n'était pas le cas, n'est-ce pas? Luna a été choisie par le vieux muletier, qui à son tour avait été choisi par le pays lui-même. Marina s'agenouilla à côté de Luna, examinant ses yeux avec un soin professionnel. « Grand-père, j'ai pensé, cette eau que nous avons récupérée de la source avant de la sceller, tu penses qu'elle pourrait ?» Comme pour répondre à ces paroles, Luna tapota légèrement le sol de ses sabots. Vicente a traduit, elle dit qu'elle est prête, qu'elle a accompli sa mission de protection de la source et qu'il est peut-être temps maintenant de recevoir quelque chose en retour. Ils veulent tout documenter, a expliqué Miguel. Les peintures rupestres, le code des muletiers, l'histoire de Luna disent que c'est un trésor culturel qui doit être préservé. Et Luna, demanda doucement Marina, caressant toujours la jument. Luna leva la tête, les oreilles concentrées sur le bruit du liquide versé dans un petit récipient. Vicente a commencé à mélanger des herbes spécifiques, ses mains bougeant avec la précision de plusieurs décennies d'expérience. Marina regarda le ciel, où le soleil commençait sa descente vers l'ouest. Nous devons attendre le coucher du soleil. La famille se rassembla autour de Luna, assise sereinement, comme si elle comprenait parfaitement ce qui allait se passer. Estrella, maintenant réveillée, regardait avec une curiosité juvénile Vicente se préparer à appliquer le mélange sur les yeux de sa mère.
Le soleil couchant peignait le ciel dans des tons d'or et de rose tandis que Vicente appliquait doucement le mélange sacré sur les yeux de Luna. La jument restait parfaitement immobile, une confiance absolue émanant de sa noble position. Estrella la regardait attentivement, comme si elle sentait l'importance du moment. Marina et Miguel sont restés proches, les mains jointes dans une prière silencieuse. Autour de la propriété, les voisins de la communauté formaient un cercle respectueux, leur voix réduite à des murmures d'attente. Même les chercheurs, avec tout leur équipement moderne, avaient arrêté leur travail pour assister à ce moment. Maintenant, nous devons attendre, murmura Vicente, ses mains tremblant encore à cause de l'excitation du rituel. Les inscriptions parlaient de 3 battements de cœur de la terre. Soudain, un hurlement solitaire traversa l'air. Le vieux loup Alpha, avec sa voix porteuse d'un message qui transcendait l'entendement humain. Luna répondit par un doux hennissement et, à ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Premier battement de cœur, murmura Vicente, reconnaissant les signes décrits dans les anciennes inscriptions. Deuxième battement de cœur, murmura Marina en serrant la main de son frère alors qu'elle regardait l'incroyable phénomène se dérouler devant eux. Et puis, au moment précis où le dernier rayon de soleil touchait l'horizon, cela s'est produit. La lumière explosa dans un éclair de couleurs impossibles, enveloppant Luna dans un cocon d'énergie pure. Pendant un instant, tout le monde parut retenir son souffle. Lentement, la lumière commença à se dissiper comme un brouillard matinal sous le soleil levant. Luna cligna des yeux 2 fois, ses yeux auparavant opaques brillaient désormais d'une clarté cristalline. Le bleu profond de son iris était revenu, mais il portait désormais aussi de petits points dorés comme des étoiles dans un ciel nocturne. Luna bougea lentement la tête, ses yeux se concentrant pour la première fois depuis des semaines. Son regard passa sur chaque visage présent, reconnaissant ceux qui l'avaient aidé dans son chemin. Lorsque ses yeux trouvèrent Estrella, un hennissement de pure joie s'échappa de sa gorge, le premier son de vrai bonheur qu'elle émettait depuis sa libération. Luna a répondu par une série de tapotements doux, qui ne sont plus nécessaires à la communication, mais offerts en signe de gratitude et de connexion. Vicente a traduit pour tout le monde. Elle dit que maintenant elle peut voir non seulement avec ses yeux, mais aussi avec son cœur, et qu'elle comprend enfin pourquoi elle a été choisie pour ce voyage. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de la jument blanche qui unissait les loups et les humains pour protéger une source sacrée se répandit dans toute la région. La propriété de Vicente serait transformée en réserve naturelle et culturelle, protégeant non seulement la source scellée, mais tout le savoir ancestral qu'elle représentait. Luna et Estrella resteraient avec la famille qui les avait sauvés, mais leur influence s'étendrait bien au-delà du petit ranch. Les visiteurs venaient de loin pour voir la jument aux yeux étoilés, qui utilisait encore occasionnellement le code des muletiers pour communiquer la sagesse ancienne. Et les nuits de pleine lune, lorsque le vent soufflait doucement dans les arbres, les habitants juraient pouvoir entendre une symphonie unique, le hennissement mélodieux d'une jument mêlée au chant des loups, célébrant une amitié improbable née du courage et de la compassion. Vous voyez, disait Vicente à ses petits-enfants lors des soirées de contes autour du feu de camp. Parfois, il est nécessaire de perdre quelque chose de précieux pour retrouver quelque chose d'encore plus précieux. Luna a perdu la vue, mais a trouvé un objectif plus grand et nous a appris que les véritables gardiens de la terre ne sont pas choisis pour leur force, mais pour leur cœur. Ainsi, dans la petite vallée autrefois connue pour sa peur des loups, une nouvelle histoire a commencé à être racontée, une histoire de guérison, d'espoir et de l'extraordinaire capacité de l'amour à transcender toutes les barrières.